Il a été placé au pouvoir par des militaires qui ont assassiné son beau-frère. Une personne qui n'avait pas volonté de faire de la politique, mais qui finalement va en faire. C'est l'histoire du deuxième président de la République du Togo, l'histoire d'un homme qui ne voulait pas faire de la politique, mais qui finalement, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Nicolas Grunitzky. Il est né en 1913 à Atakpamé, qui est une petite ville du Togo septentrional, d'un père allemand originaire de Danzig et d'une mère togolaise issue de la famille royale. Certains articles disent que son père était un commerçant et d'autres affirment qu'il était un officier de l'armée impériale allemande. En plus, le Togo était toujours sous domination allemande en 1913 et peu de temps après sa naissance débute la Première Guerre mondiale. Après la fin de cette guerre et suite à la défaite de l'Allemagne, le Togo sera cédé à la France sous tutelle. Et dans ce contexte, il se retrouve en France où il passe la grande partie de sa jeunesse. Il fait ses études secondaires en Aix-en-Provence avant de suivre à Paris les cours de l'École supérieure des travaux publics, d'où il sort avec le titre d'ingénieur. Il va alors mener une vie dans les affaires et la politique. Avec son diplôme en poche et son savoir-faire, il décide de rentrer en Afrique, précisément à Cotonou, anciennement le Dahomey. Il va intégrer l'administration où il va occuper d'importants postes dans la conduite des travaux publics. Il va également faire de même au Togo. Alors en Afrique, il va faire comme il sait bien le faire, hein, les affaires et la politique. On est en 1940, Hitler déclenche la Seconde Guerre mondiale et le général de Gaulle va lancer depuis Londres l'appel du 18 juin. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Tenez-vous bien, l'appel est relayé par le gouverneur de l'Afrique équatoriale française qui est en ce moment, à cette époque, Félix Eboué. Et vous, population noire de l'Afrique occidentale, vous tous, Sénégalais, Dahoméens, Soudanais qui m'écoutez, croyez ce que je vous dis. Je n'ai de ma vie jamais trompé un quelconque d'entre vous. Depuis longtemps, je sais ce qu'il y a dans votre cœur. Vous avez senti que ce qu'on faisait dans votre pays n'était pas beau. Vous avez compris que la croix de Lorraine est l'insigne de ceux qui sont courageux. Vous avez entendu le général de Gaulle dire les mots qui étaient écrits dans vos consciences. Je m'adresse à vous. Le moment va venir où votre pays sera délivré. Ceux qui avaient voulu aider les Allemands s'en iront. Le général de Gaulle viendra chez vous et vous verrez que vous aviez raison de croire en lui parce qu'il est le seul chef qui ne se soit pas trompé et qui ait toujours suivi la voie droite. Et c'est ainsi que beaucoup d'Africains vont suivre le pas du Tchad puisque Félix Eboué était basé comme gouverneur au Tchad. C'est alors la grande mobilisation des soldats africains pour se rallier à la cause française.
toujours, en 1940, il va adhérer à un groupement de résistance aux autorités vichistes. Donc ce mouvement s'appelait Combat. Et dans cette résistance, il devient le secrétaire général. Puis à la fin de la guerre, il fonde le PTP, donc le Parti Togolais du Progrès. Alors l'objectif de ce parti, donc le PTP, était la mise en place d'actions collaboratives franco-togolaises. Et 11 ans après, c'est-à-dire en 1951, il est élu député à l'Assemblée nationale française dans le but de représenter le Togo au Palais Bourbon jusqu'en 1956. À cette époque, le Togo gagnait son autonomie interne et Nicolas Grunitzky émerge et est vu comme le leader des modérés qui avait des relations étroites avec la France. Contrairement à Sylvanus Olympio, à la tête du comité d'unité togolaise, qui adopte une posture en plaidant pour l'indépendance immédiate du pays. Il faut rappeler que Sylvanus Olympio était son beau-frère. C'est ainsi qu'il devient Premier ministre automatiquement à la tête de la République autonome du Togo de septembre 1956 à avril 1958. Monsieur le haut-commissaire, mesdames, messieurs, mes chers collègues, mon propos sera bref, car il est avant tout de remercier chaleureusement tous les artisans de cette journée historique, de remercier surtout Monsieur le haut-commissaire de son discours. Discours inaugural, discours d'ouverture, certes, mais nous savons tous qu'en prenant la parole ce matin dans cette enceinte, Monsieur le haut-commissaire est venu, au nom de la France, proclamer solennellement que le territoire du Togo est devenu une république autonome. Mais il faut savoir qu'il en est arrivé là grâce au soutien de la France, car si vous avez suivi l'histoire de Sylvanus Olympio, que j'ai publié la semaine dernière, c'est-à-dire le samedi dernier, il y avait des élections et Olympio avait été écarté par manigance en rendant sa candidature inéligible suite à une condamnation. Alors, si vous n'avez pas suivi la vidéo, je mets le lien quelque part qui va s'afficher là maintenant. Vous pouvez aller regarder. Donc, Olympio, avec le parti, le CUT, hors course, le PTP remporte la victoire logiquement. Donc, suite à cette injustice, Olympio va saisir les Nations Unies pour un recours qu'il obtient et l'ONU va exiger des élections à nouveau. Sylvanus Olympio obtient gain de cause auprès de l'ONU et donc la France sera tenue de refaire les élections. Alors, ce qui va faire que Nicolas Grunitzky va devoir encore et encore battre campagne et être convaincant, mais il avait une étiquette d'être à la merci de l'État français. Donc, face à lui, le CUT brandissait le projet d'indépendance et qui était plus percutant. Et ça a été très difficile pour le parti de Grunitzky. C'est ainsi que le 27 septembre 1958, de nouvelles élections sont organisées et le parti de Nicolas Grunitzky remporte la majorité et est appelé à former le gouvernement. Ce qui était drôle, c'est que c'était une opposition entre beaux-frères. Chers collègues, l'investiture est accordée à l'unanimité. La Chambre des députés du Togo accorde à l'unanimité l'investiture de M. Sylvanus Olympio. Après cette défaite, il va tout simplement se retirer de la scène politique et retourner à ses affaires. Ce qu'il a toujours aimé faire, diriger les travaux publics, puisqu'il était ingénieur. Il se retrouve au Bénin, anciennement Dahomey, comme je le disais, où il va se donner à sa passion et suivre l'évolution politique de son pays, notamment la marche vers l'indépendance. Donc, le CUT et Sylvanus Olympio vont diriger le pays et le conduire vers son indépendance le 27 avril 1960. Et 3 ans après, le président Olympio est assassiné et à la suite d'un coup d'État mené par un groupe de militaires. C'est suite à ce coup d'État que Nicolas Grunitzky fera un comeback sur la scène politique. Alors, donc, 3 ans après la proclamation de l'indépendance, le président est assassiné à la suite d'un coup d'État. Et, mais ce qui est surprenant, c'est que ceux qui ont été à l'initiative du putsch n'ont pas, eux, pris le pouvoir. Ils se sont tournés alors vers Nicolas Grunitzky afin de le faire. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont allés le chercher là où il était pour revenir prendre les rênes du pays. Et comme on dit souvent, lorsque tu as déjà fait de la politique, tu ne peux jamais t'arrêter définitivement. Nicolas Grunitzky accepte alors cette proposition faite par les militaires, mais il a quand même voulu qu'il clarifie en fait les choses en précisant aux Togolais et au monde entier qu'il n'était ni de loin ou de près complice de cet assassinat.
Donc, je pense qu'il avait bien fait. Et il avait bien raison parce qu'il demande qu'on le blanchisse de ce meurtre. En plus, c'était son beau-frère, le frère de sa femme. En gros, la belle famille. Donc, du coup, comment les gens vont comprendre que celui avec qui il était en conflit politique est assassiné et c'est lui qui vient prendre le pouvoir. Donc, pour lui, il était très important de clarifier ce point aussi. Et il était également important que les auteurs du coup d'État expliquent les raisons de leur mécontentement qui a conduit à cet acte. Il faudra que le comité, parce que quand même, pour nous, un point est capital, puisque la réaction à travers le monde voudrait faire passer le Togo pour un pays d'assassins. Il faudra... Vidéo 4, Nicolas Grunitzky. Pour répondre à cette question, c'est-à-dire celle de savoir pourquoi ils ont fait ce coup d'État, qui de plus éligible que le feu président Gnassingbé Eyadema de répondre. Voici ce qu'il répondait à cette question sur RFI. M. Grunitzky était Premier ministre. Et c'est pourquoi l'armée a pensé que, comme il a déjà, n'est-ce pas, été Premier ministre, il fallait lui confier, n'est-ce pas, le pouvoir. Parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait jamais ce qu'on aura. C'est la seule raison qu'il avait, c'est lui qui a conduit le pays à l'autonomie. Monsieur le Président, à cette époque, il n'y avait personne d'autre que lui qui avait déjà été au pouvoir et qui n'avait pas pu être élu. Le problème, c'est que vous parlez, n'est-ce pas, de 58. Mais il y a eu les élections, n'est-ce pas, en 1958. Mais tout simplement, on sait, quand vous voulez faire quelque chose, il faut en tenir compte, n'est-ce pas, de l'appréciation du peuple. Le président, n'est-ce pas, Grunitzky était l'homme du peuple. Il était très aimé par le peuple. C'était un homme, n'est-ce pas, humain. Un homme, n'est-ce pas, qui ne sait pas créer une place à part, qui n'est pas au-dessus du peuple. Il est issu du peuple et il est avec le peuple. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était mieux pour faire une politique de réconciliation. Mais ce qui venait d'être renversé, il ne pouvait pas faire. Et puis encore, le peuple a eu à les juger, à l'œuvre. Les gars, ils ont fait le coup d'État sans réellement penser à l'après-Olympio. C'est pour ça que leur choix s'est porté sur Nicolas Grunitzky. Alors, Grunitzky va récupérer un pays qui est divisé. Alors, divisé par des conflits ethniques et un pays qui subit la non-reconnaissance de ce gouvernement formé par des putschistes. Donc, il va alors devoir réconcilier le pays et gagner la reconnaissance à l'international. Ce coup d'État, il faut le rappeler, était le tout premier du continent africain et ça a été un choc pour tous les autres dirigeants des pays voisins. Revenons sur le conflit nord-sud qui battait son plein. Et pour régler ce problème, il y a eu un accord politique qui va permettre d'avoir comme président Nicolas Grunitzky, un sudiste, et le vice-président Antoine Meachi, un nordiste. Pour valider cette décision, des élections sont organisées le 3 mai 1963 pour d'abord acter le projet d'une constitution, valider la décision des deux postes, un président sudiste et un vice-président nordiste, et pour les membres de l'Assemblée législative. À cette élection, il eut une participation historique et suite à ça, Grunitzky gagna la légitimité et la reconnaissance à l'international. Alors, il va former son gouvernement et ainsi présenter son programme. Union, réconciliation, justice implique la fraternité et l'ordre. Aucune vengeance, aucune représailles, tous ces sentiments bestiaux ne peuvent animer un chef d'État soucieux de bien servir son pays. Aussi, les chers compatriotes, hommes, femmes, enfants, tous, la main dans la fraternité, nous travaillerons pour la construction nationale, pour le Togo. C'est pourquoi j'ai répondu oui à l'appel qui m'a été fait pour former un gouvernement provisoire, un gouvernement d'union nationale, dont la tâche essentielle sera la préparation d'élections libres à une date très rapprochée, à l'adresse des missions diplomatiques et consulaires. Les étrangers qui œuvrent dans ce pays, je dis tout simplement que la politique de mon gouvernement provisoire sera celle de la coopération amicale et confiante. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Maintenant qu'il a formé son gouvernement et présenté son programme, il faut alors se mettre au travail. Alors l'économie, un point essentiel pour le développement du pays, est à organiser et il le sait très très bien. Mais le Togo n'a pas beaucoup de ressources naturelles, donc le seul moyen est de revoir et repenser l'agriculture. Donc le peuple attend beaucoup du gouvernement. Alors, pendant sa première année de pouvoir, il multiplie les rencontres avec les dirigeants des pays voisins afin de gagner leur confiance et la reconnaissance qu'il parvient finalement à obtenir. Alors, après un an de pouvoir, il réussit à mettre le Togo dans la bonne direction et à redorer
le nom du pays à l'international. C'est un objectif déjà atteint. Mais il ne va pas oublier que le volet économique est aussi important. Donc les Togolais attendent de manger à leur faim, bien évidemment. Alors, donc, il va réorganiser le plan économique et surtout mettre un accent sur le secteur de l'agriculture et ce qui va porter son fruit car le pays va atteindre une stabilité et puisqu'il n'y a pas de conflit, les choses ont pu bien se faire. Donc, son gouvernement va être très ambitieux et voter un budget d'environ 28 milliards de francs CFA pour un plan de développement économique et social. Donc, l'objectif de développement va passer par l'agriculture en le modernisant avec l'aide des États-Unis et d'Israël. Écoutez ce qu'il disait. Grâce à la sagesse de notre peuple, l'expérience de nos élites, le Togo connaît à l'heure actuelle une période de calme et de tranquillité. Je souhaite qu'aucun conflit ne vienne y mettre fin et que nous puissions ainsi, en toute quiétude, mais avec ardeur et même avec passion, nous atteler tous ensemble à cette tâche magnifique et exaltante. Alors, il faut reconnaître que c'était quelqu'un de pacifique. Il préférait toujours la voie du dialogue, de la discussion et la force, il ne la prônait pas toujours. Avant de continuer, je te rappelle qu'il est important que tu t'abonnes car c'est par ce seul moyen que tu peux témoigner ton soutien à ma chaîne. Donc, je te remercie pour t'être abonné. Alors, il ne faut quand même pas nier qu'il y avait le soutien de la France derrière lui, parce qu'il était un produit de la France et entretenait des relations très particulières avec le général de Gaulle. Donc, il va beaucoup compter sur ce soutien pour mettre en place son plan de développement économique. Donc, il va régulièrement se rendre à Paris et ça va commencer à agacer plus d'un. D'abord, ça commence à déranger l'opinion publique et aussi les leaders des pays voisins qui voient en lui une marionnette qui réagit à tous les gestes de la France. En gros, cette relation avec l'ancien maître est une sorte d'allégeance qui, pour les autres dirigeants, est un danger pour le panafricanisme et dont le leader par excellence comme Nkrumah ne l'acceptait pas du tout. Ce qui va mettre à mal les relations entre le Togo et le Ghana. Alors, à un moment, il commence à avoir des mécontents et il y a un bruit de couloir qui fait découvrir un complot qui était en préparation. Un complot monté par des membres du Parti unifié togolais, donc le PUT, qui se plaignent d'être écartés du pouvoir. Donc le complot découvert, ensuite les arrestations et des condamnations avec des peines de prison allant de 20 ans de prison pour Théophile Maï et 10 mois de prison ferme pour Koutoukli. Pour lui et son régime, le danger était écarté, donc plus rien à craindre. Et pourtant, le vrai danger était proche de lui et ne s'en doutait pas du tout. Et je pense que personne à l'époque le voyait venir. Dans sa politique, il a donné une certaine liberté aux Togolais en leur accordant le droit syndical. Un droit qui avait été supprimé par le régime précédent, c'est-à-dire celui de Sylvanus Olympio. Les mouvements syndicalistes voient le jour et c'est alors que certains vont se transformer en mouvements politiques et contester sa gestion de pouvoir, ses prises de décision, etc. C'est alors qu'en 1964, précisément le 1er mai, Brzezinski va craindre que les choses tournent mal, va donner l'ordre de disperser les rassemblements et les défilés des syndicats. Les problèmes ne vont pas s'arrêter là. Au contraire, elles vont s'empirer. En novembre 1966, c'est-à-dire 2 ans après, rebelote, une nouvelle crise et celle-là va mettre fin à son régime. Alors, rappelez-vous qu'il y avait eu un accord politique qui avait permis la résolution du conflit tribal entre nordistes et sudistes. Cet accord qui était d'avoir pour président un sudiste et un nordiste pour vice-président. Eh bien, il y en a un parmi eux qui va commencer à se plaindre et vouloir le pouvoir suprême. Il s'agit bien du vice-président Antoine Meachi. Donc, il y a une mésentente entre Brzezinski et Meachi. Le vice-président veut la place du président. Antoine Meachi ne supporte plus son président et veut le pouvoir. Il faut quand même que je vous rappelle qu'Antoine Meachi avait fait partie du gouvernement de Sylvanus Olympio et aujourd'hui fait partie du gouvernement de Nicolas Krupski. Alors, écoutons encore le général Eyadema au sujet des ambitions de Meachi. Le président Krupski, c'est un homme que le peuple aimait. Il a été élu le 5 mai 1963 au suffrage universel, en même temps que son vice-président Meachi. Le peuple lui a confié un mandat de 5 ans. Mais l'autre, le vice-président Meachi, voulait renverser
le président de la République et moi-même, avec un certain nombre d'officiers, nous sommes intervenus auprès de M. Antoine Miachi en lui disant « Chacun a son rôle. Le peuple s'est prononcé. Le président Monisky est président. Il a son rôle. Vous, vous êtes, n'est-ce pas, vice-président. Vous avez le vôtre. Donc, il faut le servir loyalement. Jouer votre rôle, n'est pas essayer de le renverser. Personne ne sera d'accord avec vous. Mais il voulait absolument un coup de farce. Alors, Nicolas Grunitzky va s'absenter et devinez où il sera. En France, bien entendu, et pourtant, les gens n'apprécient pas du tout ses attaches avec la France. Ce qui ravive le mécontentement et agace beaucoup. Le vice-président, en novembre 1966, va alors profiter de l'absence du président pour faire un coup et renverser le président en utilisant l'article 24 de la Constitution qui lui confère les pleins droits en l'absence du président. Alors, il va profiter de ce pouvoir pour révoquer le ministre des Affaires de l'Intérieur, Mama Fousseni. En tant que chef d'état-major à l'époque, le général Gnassingbé Eyadema vivait cette crise. Et voici sa version. Miachi voulait absolument obtenir une crise. Il a passé par un certain nombre de ministres, 2 ministres précisément, a démissionné du gouvernement de Nicolas Grunitzky pour ouvrir une crise. Parce que lui, étant élu, n'est-ce pas, sur la même liste constitutionnelle que le président Grunitzky, donc il ne peut pas se retirer. Ces 2 ministres avaient effectivement rendu leur démission. Le président Grunitzky m'a appelé, il me dit que voilà, il y a 2 ministres qui ont donné leur démission. Et lui, il a précipité les événements. Comme il n'avait pas son vice-président, depuis là, a pris ses distances. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué un conseil ministériel extraordinaire où il a démis tout le monde par décret présidentiel. Il a dissous le gouvernement en vue de réformer, n'est-ce pas, un autre gouvernement. L'opposition a profité de ce vide à élire, puisqu'ils savaient qu'ils vont prendre le pouvoir, mais qui sera président. Donc ils ont organisé, n'est-ce pas, entre eux les cadres d'opposition pour désigner, n'est-ce pas, celui qui va remplacer Nicolas Grunitzky lorsqu'ils vont prendre de force le pouvoir. Et c'est le chancelier, le grand chancelier actuel, M. Gaston Mouvedor, qui a été élu lundi 21 novembre 1966. Eh bien, Mouvedor est monté au micro, ils ont pris le pouvoir. C'est cette acclamation de prise de pouvoir qui a réveillé, n'est-ce pas, les Togolais. Le 21 novembre 1966, une vingtaine de partisans du Parti unifié togolais vont s'emparer de la radio nationale et annoncer le renversement du régime de Grunitzky. Et ensuite, une grande manifestation dans le pays contre le président Grunitzky. Et il va y avoir près de 5000 manifestants qui vont encercler sa maison et lui demander de démissionner. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque les partisans du Parti unifié togolais ont annoncé la prise de pouvoir, ils ont affirmé avoir le soutien de l'armée. Mais est-ce que c'était vraiment le cas? Nous n'étions pas au courant. Personne n'était au courant. Il dit que l'armée est avec eux. Mais en tant que chef d'état-major, personne n'avait pris contact avec moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réagi. Nous avons pris, n'est-ce pas, nous avons occupé les points stratégiques. Et y compris la radio. On a pris la bande et on l'a amenée. Et au même moment, les gens sont descendus dans les rues en chantant, demandant au président Grunitzky de démissionner. Alors, quand j'ai pris toutes les dispositions en tant que chef d'état-major, j'ai mis, n'est-ce pas, l'armée en alerte et je suis allé avec 2 personnes pour voir le président Grunitzky, qui sa maison était encerclée par les manifestants, en lui demandant de démissionner. Et je dis, bon, il n'a qu'à faire une déclaration. Parce que nous, l'armée est pour la légalité. Il n'a qu'à faire une déclaration pour dire qu'il avait la situation en main. C'est ce qu'il a fait. Et pendant ce temps, il y avait les émeutes. Les gens s'entretuaient au marché. C'était, n'est-ce pas, une division nord-sud, l'est, l'ouest, etc. Donc il a fait la déclaration. Et après, nous avons reçu l'ordre de lui de faire disperser, parce que là, l'armée n'était pas intervenue, l'armée était consignée, n'est-ce pas, dans ses casernes. Et donc, lorsque nous avons reçu l'ordre
de faire disperser les gens. C'est ce que nous avons fait. Nous avons exécuté l'ordre. On a dispersé les gens. Tout est rentré dans l'ordre. Et lui, il a imposé le couvre-feu. Alors, ils ont bien été rusés pour avoir également le peuple avec eux. Malgré tout ce qui se passe, Grunitzky n'a vraiment pas changé du fait qu'il prône toujours le dialogue et la négociation. Il a pris la parole dans cette atmosphère, mais n'a pas voulu faire cas de ses désaccords avec Antoine Meaty. Vous l'aurez compris, le feu général, le président Gnassingbé Eyadema a joué un rôle décisif face à la crise qui menaçait le pouvoir du président et a permis la réhabilitation du président Grunitzky. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il s'était entendu avec le président sur des avantages personnels à la sortie de crise? Alors, le journaliste Alain Foucault lui posait la question et voici ce qu'il répondait. Comme il y a un vide politique, il fallait qu'il forme, n'est-ce pas, un nouveau cabinet. Alors, il m'a demandé de rentrer dans le gouvernement pour prendre le portefeuille ministériel. Comme dans ma vie, je n'ai pas choisi de faire de la politique. J'ai choisi le métier des armes. Donc, j'ai refusé. Et il a insisté. Il a même fait intervenir les gens. Le ministre des Affaires étrangères, M. Apedama, qui est venu me voir, M. Maman Fousseni, qui est venu me voir. Et j'avais accepté de rentrer dans le gouvernement parce que le pouvoir, la politique, j'avais dit que je ne ferais jamais de la politique. C'est pourquoi j'ai choisi le métier des armes. Mais qu'est-ce qui va donc, malgré tout, amener l'armée dont vous aviez la charge à mettre un terme à son pouvoir le 13 janvier 1967, c'est-à-dire moins de 2 mois seulement après que vous l'ayez ainsi maintenu au pouvoir? Malgré le couvre-feu, la situation débordait. Le président a formé son gouvernement en plat. Il a formé, malgré la formation du gouvernement, la situation débordait. Les gens ne respectaient pas le couvre-feu. Et après, nous nous sommes dit, si nous ne savons pas faire, nous risquons de déboucher sur une guerre civile. Nous nous sommes réunis, les officiers, pour examiner, analyser, n'est-ce pas, la situation. Et la majorité disait, il faut que le gouvernement cède la place pour 3 mois et préparer d'autres élections libres et démocratiques. Le chef d'état-major qui a réhabilité le président Grunitzky, mais 2 mois après, lui aussi, à son tour, va destituer ce dernier et prendre le pouvoir. Le chef d'état-major va se rendre à la télévision nationale et annoncer la prise de pouvoir, la destitution du pouvoir en place et la dissolution du gouvernement. Après l'annonce, il va se rendre directement chez le président pour lui annoncer la nouvelle. Voici comment il raconte la scène lorsqu'il est allé informer le président. Je lui ai dit, ce serait intéressant que vous puissiez, n'est-ce pas, retourner, n'est-ce pas, aux élections, que le peuple, n'est-ce pas, décide. Parce qu'on ne dirige pas un peuple avec la baïonnette. Alors, le président a convoqué sur place un conseil des ministres extraordinaire. Il m'a donné la parole, j'ai expliqué. Et certains ministres de bonne foi ont su, tel que le ministre des Affaires étrangères, M. Apedama, ont dit qu'effectivement la situation est pourrie. Il faut que le président Grunitzky, en sa qualité de président de la République, ministre de la Défense, chef des armées, passe la main pour 3 mois pour organiser d'autres élections libres. Voilà ce que nous avions. Alors, Grunitzky accepte alors cette proposition faite par le chef d'état-major et laisse la main aux militaires pour la gestion du pays. Et c'est ainsi que le 14 avril 1967, le colonel Étienne Eyadema devient chef d'état du Togo. Le président déchu, Nicolas Grunitzky, va quitter le Togo pour s'installer en Côte d'Ivoire, où il va renouer avec sa première passion. Et le 27 septembre 1969, 2 ans après, l'ex-président va rendre l'âme dans l'hôpital Salpêtrière de Paris à la suite de ses blessures liées à un grave accident de la route survenu à Abidjan. Mais lorsque nous avons pris le pouvoir, il était à Abidjan, on se téléphonait, on se fréquentait. Quand je vais en France, il venait me saluer et on prenait, n'est-ce pas, un coup ensemble. Et la plupart de ses enfants, c'est moi qui les ai donné des bourses. Malheureusement, il a trouvé la mort accidentellement à Abidjan. Le président Mfoué Boigny m'a téléphoné. J'ai dit de faire, il a été grièvement blessé. J'ai dit de faire tout, je lui supplie de faire tout et tout pour l'évacuer, si on peut le sauver. Alors donc on l'a évacué, le président Mfoué l'a évacué à Paris. Il a trouvé la mort là-bas, à la suite de son accident. Et nous avons rapatrié le corps ici au Togo. Et nous l'avons organisé, nous avons organisé les honneurs dus à Sora. Eh bien, chers amis,
c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de cet homme politique qui a marqué l'histoire du Togo et de l'Afrique. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez la possibilité de réagir en commentaire en apportant plus de précisions sur l'histoire en question. D'ailleurs, c'est toujours un plus d'apprendre. Pour me soutenir, je vous demande tout simplement de vous abonner. Pour me soutenir, je vous demande tout simplement de vous abonner massivement et de partager également massivement comme vous le pouvez. Sur cette chaîne, c'est une histoire chaque samedi. À la prochaine.